va pouvoir commencer donc cette conférence. On est ravis, chers conférenciers, de vous accueillir, cher public également, pour cette conférence où on va parler de réaliser l'audit énergétique dans le cadre de ma prime rénov. Voilà, alors je commence par un petit chiffre pour se mettre en jambe avant de faire un tour de table de présentation qui est 4,8 millions. Alors je vous exprès, on ne l'avait pas préparé parce que je voulais que vous posiez la question, chers conférenciers, chers publics qui êtes avec nous, même dans la salle. Est-ce que vous savez ce que c'est ce nombre? 4,8 millions? Non? Personne n'a d'idée? Ruben, peut-être avait un... Probablement le nombre de passoires Alors bravo Ruben, énergétiques. Ruben a gagné. C'est le nombre de passoires thermiques, donc qui sont en étiquette F ou G, qui sont c'est le nombre de logements, hein. Et pour rappeler que c'est 15% du parc de logements, et ça c'est en décembre 2023. Les choses ont dû évoluer, mais pas trop. Donc il y a quand même beaucoup de passoires thermiques et on va parler un peu de ces sujets-là aussi aujourd'hui. Voilà. Alors, pour commencer, peut-être on va commencer par un petit tour de table de présentation, si vous permettez, si vous voulez bien. Étienne? Bon, ben, Étienne Ternisien, donc je suis le responsable énergie de Up Pro, donc groupe de formation du groupe ITGA, et c'est un plaisir aujourd'hui de participer au grand circuit. Merci de cette invitation. Merci Étienne d'être avec nous. Ruben? Oui, donc Ruben Duféal, chef de projet audit énergétique et rénovation au sein de la DHUP, donc sur les sujets audit et aussi aide à la rénovation au sein du ministère du Logement. Merci Ruben d'être avec nous. Enfin, Linda? Oui, alors moi, c'est Linda, responsable développement chez Testoon, en charge de toutes les thématiques autour de l'énergie, la numérisation du bâtiment. Et Testoon accompagne le grand circuit depuis maintenant plusieurs années. Donc voilà, toujours ravie d'être ici. Voilà, donc on co-organise, Linda, cette conférence qui avait été préparée avec Jean-Michel Catrin, le président de Testoon, et sur lequel vous avez remplacé, Linda, au pied levé, Jean-Michel. Mais enfin, vous maîtrisez parfaitement, Linda, donc je suis en confort, ces sujets. On avait dit, pour commencer, on est donc une heure ensemble, on avait dit que pour commencer, Ruben, que ça serait une bonne chose si vous pouviez rappeler la place de l'audit. Et puis, sur le parcours accompagné, j'ai noté un acronyme MPR, hein, parce qu'on le voit partout. Mon accompagnateur rénove, hein, si je... Ma prime ma rénov. prime rénove, Ouais. donc ah oui, oui, mon Et accompagnateur rénove. Oui, je me suis mal mon trompé. accompagnateur Mon rénov. accompagnateur rénove. Et puis, si on pouvait donner, Ruben, quelques chiffres aussi, où on en est en termes d'audit. Oui, évidemment. Je crois que vous avez des diapos. Ouais. Merci Xavier. Donc pour faire un peu un rappel réglementaire et aussi un peu donner du contexte sur l'audit énergétique, on a cette obligation qui concerne les logements, la vente de logements en monopropriété suite à la réalisation d'un DPE. Donc depuis le 1er avril 2023, on a les logements F et G qui doivent réaliser un audit énergétique qui sont du coup annexés au dossier de vente. Bientôt, donc 1er janvier 2025, donc dans 3 4 mois, on aura cette obligation qui s'étend au logement E. Donc ça représente quand même pas mal de logements puisque actuellement sur l'observatoire des PE, vous pourrez aller regarder, on a quand même 1,8 million, 1,9 million logements qui sont classés E. Donc Ouais, on en avait 4,8, alors si je me trompe pas, oui, ça c'est sur les passoires, donc F et G. F et G, et donc maintenant on en Sur, rajoute un million. mais là, c'est juste sur la partie qui ont un DPE sur l'observatoire Ouais. DPE audit. Mais sur le parc de logement, j'ai pas les chiffres extrapolés. Mais ensuite, cette obligation s'étendra pour les logements D en 2034, obligation d'audit énergétique. Donc cet audit, c'est un audit réalisé selon la méthode 3CL DPE, donc même méthode que le DPE pour un élément de comparaison, avec des scénarios de rénovation, donc un état initial, des scénarios de rénovation performantes, donc atteinte de la classe A, B ou C pour les passoires justement, et les impacts du coup en gains énergétiques, gains d'émissions de CO2 évitées,
ainsi que les coûts estimés des travaux qui sont dans ce rapport d'audit énergétique produit par un auditeur. Voilà, merci. Je peux continuer sur... Bien sûr, ouais. allons-y. Donc, Ça, c'est tout petit. Alors, je le dis pour le public qui est à distance ou avec nous. Vous aurez les présentations en fin de conférence, donc vous pourrez avoir tous les éléments sur ces présentations. Oui. ok. Et donc, cet audit énergétique qui actuellement est cadré concernait la vente de logements, donc pour les passoires actuellement et bientôt pour les logements E. Cet audit va aussi être harmonisé pour les aides à la rénovation. Donc déjà au 1er octobre 2023, on a dans les aides, donc MaPrimeRénov' par exemple, on peut se faire financer son audit qui respecte le cadre réglementaire d'audit qu'on a dans l'arrêté du 4 mai 2022 pour être précis. Et depuis le 1er janvier 2024, on a aussi les diagnostiqueurs immobiliers qui sont formés à l'audit qui peuvent réaliser cet audit pour bénéficier d'une aide, donc MaPrimeRénov' ou C2E. Et on va vers une harmonisation actuellement, vers un cadre harmonisé de l'audit, c'est-à-dire trame qui est réglementé, un contenu réglementé, des logiciels aussi qui passent une évaluation. On a tout ce cadre autour de l'audit énergétique qui est harmonisé vers la méthode 3CL DPE 2021. Et donc, à partir du 1er octobre 2024, on n'aura que ce type d'audit qui sera déposé dans les dossiers d'aide MaPrimeRénov' et C2E en principe, hors dérogation. Voilà, donc ça, c'est demain, hein, c'est dans 15 jours. Exactement. Alors, Donc, si on avance, vous voulez présenter la cycle de certification hein, aussi. Hein. oui, effectivement. Et pour donner aussi un petit un rappel de l'actualité, on a chez les diagnostiqueurs donc un nouveau cycle de certification qui a été mis en place au 1er juillet 2024, donc à travers le décret du 20 décembre 2023 que Étienne connaît très bien maintenant. Donc les diagnostiqueurs jusqu'à maintenant pour réaliser l'audit, ils pouvaient réaliser juste une formation et ensuite embrayer sur la réalisation d'audit. Maintenant, on demande une formation de 70 heures minimum avec des QCM théoriques et un examen pratique également à réaliser pour avoir ce cycle de 7 ans qui comporte également des contrôles, donc contrôle documentaire, de rapport, des contrôles sur ouvrage, donc un examinateur qui vient regarder la mission ou qui, après la mission, va se rendre sur site pour un peu vérifier la qualité du travail qui a été fait et l'exactitude. Et donc, c'est un peu un renforcement des compétences des diagnostiqueurs qui sont habilités à l'audit qu'on apporte maintenant. Et donc, ce cycle, enfin, ce nouveau référentiel a été ouvert au 1er juillet 2024. Et au fur et à mesure, les diagnostiqueurs devront se diriger vers ce référentiel obligatoirement à partir du 30 avril 2025. L'ancien schéma dérogatoire, comme on disait, n'existera plus et ce sera le seul référentiel de compétences existant pour les diagnostiqueurs qui veulent réaliser des audits énergétiques. Oui, donc du coup, ça m'amène à tirer le fil, Étienne, merci. 30 avril 2025, hein, c'est ça. 2025. Si on regarde, Étienne, le rétro-planning que ça impacte pour les diagnostics, on a la chance de vous avoir aussi avec nous. Et puis, ce qu'on aimerait, c'est que vous détailliez un peu, tant que faire se peut, les éléments clés du contenu de formation. Bien sûr, avec plaisir. Je vais te prendre là. Merci. Ah, il y en a une de trop qui était avancée. Ouais. Donc, pour revenir sur les éléments, moi, je m'inscris dans cette dynamique-là et il faut se dire que le secteur est sous tension. Hein. Je parle des auditeurs au sens large, que ce soit les qualifiés RGE, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus, les diagnostiqueurs. Nous, on a la chance chez OpenPro d'accompagner les deux historiquement sur l'audit énergétique et le DPE. Et là, on a vécu, donc, comme tous les organismes de formation sur la partie diagnostic, une jolie fin de premier semestre avec plusieurs audits, puisque la vraie nouveauté en fait dans ces formations, c'est que l'année dernière, les diagnostiqueurs qui se sont lancés
dans l'aventure de l'audit au 1er avril 2023, ont fait une formation qui était laissée au libre arbitre, si je puis dire, des organismes de formation, puisque les textes ne définissaient pas de programme. Et comme Ruben venait de le rappeler, effectivement, maintenant, on est dans un cadre de formation réglementaire, avec un décret et même un arrêté qui a complété la prestation. Et ça veut dire que de toute façon, il va falloir se situer dans cet arrêté si demain, un diagnostiqueur veut continuer de réaliser des audits. Donc, les points importants aussi à avoir en tête, c'est qu'on va bien sûr parler de formation continue aussi. Il n'y a pas que de la formation initiale. C'est une course d'obstacles, il y en a plusieurs. Et il y a aussi une notion qui est très importante qu'on aborde en formation. Je vais vous redire un peu dans le détail ce qui se passe dans cette formation, qui est sur les notions de trame de rapport qui, comme ça venait d'être rappelé, merci Ruben de l'avoir fait, sont maintenant uniformisées et obligatoires pour l'éligibilité aux demandes de subvention, ma prime rénov', et des grilles de contrôle qui vont être très importantes, on y reviendra à la fin, pour maintenir cette certification dite si durement acquise peut-être dans les semaines qui viennent. La formation, on est aujourd'hui sur une formation en fait qui va s'adapter un petit peu à l'écosystème et à la réalité opérationnelle, puisque à la base, il y avait des échanges dans les commissions de travail sur la durée de cette formation. Rappelons que cette formation, elle est obligatoire, quelles que soient les formations réalisées par le technicien en diagnostic immobilier. On va bien sûr avoir une obligation de suivre à nouveau une formation qui fait donc 70 heures, un équivalent de 70 heures, 10 jours. Et cette formation, par contre, elle va donc être souvent proposée par les organismes de formation de manière Ah, qui va on a un micro là qui a lâché. avec donc une partie qui va être en partie en e-learning et une partie qui va être sur une partie présentielle. Donc la grosse nouveauté aussi par rapport aux anciennes formations, c'est qu'on a cette partie présentielle qu'il faudra bien anticiper, on y reviendra après sur la question d'agenda, pour éviter des déboires. On ne peut pas juste faire quelque chose à distance, c'est du synchrone et du présentiel avec même nouveauté, une partie sur terrain ou plateforme technique et une partie avec des cas pratiques. D'accord ? Il y a vraiment 3 points essentiels. On revient du présentiel, donc ça devient un peu contraignant et ça va alourdir finalement, je dirais, la facture formation initiale. On revient, mais c'est un vrai plus en pédagogie, hein, j'y reviendrai après dans les retours d'expérience. On revient du terrain de la plateforme et on revient sur des cas pratiques. Ça, c'était la formation initiale. La formation continue, par contre, elle va se situer, donc, comme Ruben l'a expliqué, dans les années du cycle en fonction des années. Il y a une obligation sur la partie certification. Il y a aussi une obligation sur la formation. Et donc, on sera cette fois-ci sur des formations plus légères qui vont par contre avoir l'obligation de permettre une réelle montée en compétences, à savoir identifier les points d'amélioration par rapport aux compétences attendues et y remédier, entre guillemets, avec des contenus adaptés à chaque diagnostiqueur et un cas pratique et une évaluation des acquis. Et pourquoi on parle de sous-tension volontairement? C'est parce que, effectivement, on peut dire que les OF sont prêts, les organismes de formation donc, sont effectivement présents et certifiés aujourd'hui. Par contre, la partie, on va dire rétro-planning, si je me place de la point de vue d'un cabinet de diagnostic, c'est que vous avez une date d'échéance de votre attestation d'éditeur projet sur laquelle vous travaillez aujourd'hui. Cette date limite a pour beaucoup été, et ça a été vraiment quelque chose de très important, décalé à fin décembre de cette année. C'est-à-dire que si vous aviez une date qui était, on va dire, à juillet, avec un jeu de 14 mois au maximum, vous vous retrouvez maintenant à décembre. Donc vous devez être certifié en décembre, mais certifié, c'est un examen de certification. Donc si on part de la fin, de la ligne rouge à droite sur le schéma que vous voyez, il faut passer et réussir l'examen. Examen qui est aussi en présentiel. Donc ça va amener des vraies problématiques en cas d'échec, puisqu'il faut prévoir dans l'agenda et trouver avec le certificateur une date de repassage avant la date d'échéance. D'accord ? Je parle là pour mes confrères certificateurs et pas formateurs, mais le premier interlocuteur aujourd'hui, si vous posez des questions, ça reste votre certificateur chez qui vous êtes certifié DPE. Et en parallèle de ça, il y a un jeu savant à voir, puisque comme pour vous présenter à l'examen, effectivement, il faudra réussir et avoir mené à bout une formation de 70 heures dont on vient de parler. À ce moment-là, ça veut dire que vous devez en même temps prendre rendez-vous auprès de votre certificateur et tout de suite après, dans la foulée, trouver une formation. Et c'est là où le bas blesse un petit peu, c'est qu'effectivement, les OF, organismes de formation, sont prêts. Mais là, en ce moment, on est déjà monté en rythme de croisière à 2-3 sessions par semaine. Et pour autant, je pense que comme tous nos confrères, on a énormément de demandes. Et il y a une vraie pénurie de formateurs pour tenir les dates. Est-ce qu'on a une idée là, du nombre de diagnostiqueurs qui vont se certifier sur l'audit?
Alors, Ruben a donné. C'est une conférence d'actualité, on en parlait ce matin au salon des professionnels de l'amiante. Et Ruben, vous aviez des chiffres de mémoire qui sont intéressants, du coup, qui répondent à la question. Alors actuellement, sur les diagnostiqueurs qui réalisent de l'audit, on a à peu près 3700 diagnostiqueurs. Maintenant, qui vont se diriger vers ce nouveau référentiel de compétences, on n'a pas encore de données puisque c'est assez nouveau, mais on espère que tous ces diagnostiqueurs qui sont actuellement sous un schéma dérogatoire vont se lancer vers ce référentiel fixe et ce cycle de 7 ans. Oui, donc il y a beaucoup de monde là qui arrive. Est-ce qu'on va pouvoir, du coup, Étienne, là, est-ce ça va être sous tension? Est-ce qu'on va pouvoir passer tout le monde avant la fin de l'année, hein, si j'ai bien compris? Alors, c'est pas tout à fait la fin de l'année. C'est pas tout à fait la fin de l'année puisqu'il y a des attestations prorogées qui vont être à échéance jusqu'au 1er avril. C'est ça? Ouais. Mais la grande majorité qui se sont fait certifier enfin, qui ont demandé l'attestation audit en 2023 l'ont fait fin de premier semestre et donc arrive effectivement à échéance, soit repoussé à décembre, soit janvier-février. Ouais. Donc dans tous les cas, il va y avoir un effet d'embouteillage, plus peut-être même chez les certificateurs que chez les organismes de formation. Ouais, donc pas de vacances de Noël alors pour les formateurs, certificateurs et les diagnostiqueurs. Exactement, ça va être. On Qui n'a sont- pas eu de vacances, on n'a pas eu de vacances cet été pour être au niveau et parce que nous aussi on était contraints, les formateurs. Là, je pense que ça va être une fin d'année très dense pour toute la filière. Voilà, là, je crois que vous avez dit, Étienne, à peu près tout ce que vous vouliez dire, hein, sur ces sujets. Comme c'est une conférence, oui, c'est des formats d'1 heure, c'est hyper dense, donc ça passe vite. Alors, Linda, j'aimerais qu'on, oui, effectivement, on continue. Là, on a balayé la partie formation. Si on regarde maintenant le matériel, parce qu'il y a des nouveautés là aussi, il y a du matériel qui est obligatoire, nécessaire. Tout à fait. Alors déjà, on voit que par rapport au décret précédent, la loi elle a évolué. Maintenant, elle prévoit des appareils de mesure. Il y a un volet mesure qui est prévu dans la partie formation. Et on voit clairement qu'il y a une volonté quand même de maîtriser à l'aide d'outils l'audit énergétique. Donc du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour répondre à cette demande, on a créé un pack. Donc tout le matériel qui est répertorié, caméra thermique pour la réalisation de thermographie, manomètre, anémomètre, wattmètre, lasermètre, vitromètre et température et surface. On a créé un pack audit en collaboration avec des centres de formation pour justement répondre à la demande des centres de formation qui vont devoir les former à l'utilisation du matériel. Parce que l'obligation va être portée sur la formation à l'utilisation du matériel. Oui, parce que derrière, il va y avoir, Étienne, une formation à l'utilisation de ce matériel. Ça, c'est vous qui l'a délivré. Les organismes de formation ont effectivement l'obligation de faire monter en compétence les auditeurs, diagnostiqueurs là en l'occurrence, sur le matériel, c'est dans la loi, c'est notre cahier des charges, et ces éléments-là sont évalués en certification. Oui. D'accord, donc on est bien sur la formation, la certification. L'État demande finalement une montée en compétences pour venir sécuriser la prestation et apporter des éléments importants sur le diagnostic de l'existant notamment. Linda, là, je voyais le matériel, par exemple des caméras thermiques, il y a des choses assez classiques, Oui. un télémètre, mais un vitromètre, mais une caméra thermique, il y a différents niveaux de caméra thermique, différents niveaux de précision. Tout à fait. Est-ce que la loi oblige un niveau minima de performance de la caméra thermique ou Alors, nous, quand on a fait cette sélection de matériel, en collaboration avec les centres de formation, on a fait attention à proposer le matériel adéquat en fonction du niveau de performance et du niveau de prix. Ça veut dire que là, la caméra thermique, par exemple, sélectionnée, c'est une caméra thermique qui va répondre aux besoins de l'audit. Par rapport aux paramètres qu'elle a, on peut faire un audit énergétique maison individuelle sans forcément qu'elle ait un coût trop élevé, quoi. On a quand même fait attention aux paramètres. J'ai envie de vous poser la question. Alors, c'est quoi pour les diagnostiqueurs? Mais ça vaut pour les formations. Si on regarde, je ne vais pas demander pas un champ concurrentiel, mais c'est quoi les enjeux financiers pour un diagnostiqueur si on regarde formation, certification, matériel? Est-ce que là, on peut commencer par formation, certification? Ça va être compliqué il faut surtout pas raisonner en coût initial Ouais. parce que à ça vient s'apporter sur le slide qui était encore une fois très précis de Ruben les différents coûts et je dirais que ça va devenir vraiment une vraie préoccupation d'entreprise
On disait ce matin, on crée de la valeur maintenant, donc il faut une prestation qui soit basée sur cette valeur. Et c'est plus forcément des prix qui vont juste être adaptés au marché. Donc potentiellement, pour répondre à votre question sur l'angle de bois, je pense que le principal coût, ce ne sera pas le matériel, c'est un investissement, c'est amorti. S'il y en a besoin, le principal coût ne sera pas forcément la formation, même si sur 7 ans, ça va devenir important. Ce sera le couple formation plus certification avec surveillance sur ouvrage, avec audit documentaire. Et là, des prix, c'est difficile à vous dire parce que je n'ai pas la partie certification en tête, quoi. Vous n'avez pas une idée, Ruben? Vous avez estimé ça à peu près le coût que serait pour un diagnostiqueur ce package global, non? Ce sont des... Vous êtes devenus des artistes hein, sur la partie, dès qu'on parle de montant, mais juste pour donner une enveloppe à peu près, sans regarder l'épaisseur du trait, mais... C'est pas des prix qui sont réglementés, donc nous derrière on va pas contrôler. Ouais. Évidemment qu'on a estimé lorsqu'on a créé ce référentiel de certification, on a estimé un coût, mais maintenant derrière on va pas contrôler est-ce que Bien sûr. derrière il a pas Ouais. augmenté entre temps ou diminué. Moi, je vais pas y arriver. Alors, du coup, sur le matériel, alors par contre, là, il y a peut-être un prix. Oui, il y a un prix sur le matériel, il y a pas de souci. Je vais pas repartir bredouille. Avant d'y venir, je voulais juste dire qu'en fait, que le choix du matériel a été fait justement en fonction du prix. Ouais. On a fait attention que ce soit pas un prix trop élevé, tout en faisant attention aussi au niveau de performance, sans forcément toucher au niveau de performance. Ce qui fait que, par exemple, la caméra thermique, on peut en avoir une, celle-là, elle est à peu près à 400 € et elle n'est pas chère pour une caméra thermique. Et elle répond très bien aux besoins de l'audit actuel. Oui, parce qu'il faut aussi que la caméra thermique, en termes de formation, soit pas trop complexe et puisse rentrer dans la formation. Oui. Dans l'offre qui va être proposée et qui est déjà donc, par Testoun, Linda est ici présente, vous pouvez en témoigner, l'intérêt, c'est de s'adapter aux besoins. On n'a pas besoin de matériel déjà, et je pense que ça sera précisé, mais la loi impose une montée en compétences parce qu'il y a une vraie plus-value. Il y a une vraie plus-value pour l'audit, pour la pérennité de ce rapport qui va être valable 5 ans et autres. Mais la loi n'impose pas de l'utiliser systématiquement, ni même de le posséder, même si c'est une vraie plus-value, j'insiste. Et du coup, il faut rester sur un matériel qui est adapté en termes de prix. Donc là, on est sur des choses qui sont adaptées à du résidentiel, de la courte portée, et tous les instruments sont compatibles avec normalement ça. Il ne faut pas aller chercher à s'équiper avec du matériel qui sert à faire du tertiaire si vous ne faites pas du tertiaire et du décret tertiaire. Donc le pack global, vous avez... Oui, je peux donner le prix. Là, le pack global, il est à 1 999 €. Voilà, là, ce qu'on dit, si je comprends bien, c'est formation obligatoire. Initial chez OpenPro, c'est à 1 690 €. Voilà, donc on a eu un chiffre. Donc une formation sur le matériel, pas d'obligation d'acheter le matériel. Mais enfin, recommander, c'est difficile d'exercer à un moment si on n'a Oui. pas Mais dans la loi, en effet, c'est si on n'a pas les équipements nécessaires et puis on peut pas mener toutes les missions sur lesquelles on va être confronté. Et donc vous avez à peu près là les enveloppes budgétaires qu'on peut avoir. Alors pour continuer, Ruben, on avait dit, on a à peu près tout dit, Linda, par exemple, sur le matériel. Oui. Non, c'était le principal. Après, de toute façon, j'aurais pu le dire après. C'est juste que sur ce matériel-là, on a mis à disposition des vidéos explicatives de chaque produit pour que chacun puisse regarder à quoi ça peut lui servir dans le cadre de l'audit. Et ça, c'est mis en annexe à la fin. Voilà, donc on va pouvoir retrouver l'usage qu'on peut faire de chacun des matériels. Oui. Dans le cadre de l'audit, des vidéos explicatives pas trop courtes. Pas trop long. Et ça se trouve sur le site Testoun? Non, c'est en annexe de la présentation. Un annexe de la présentation. Oui. Donc à la fin, ceux qui auront la présentation, ils pourront... Je n'avais pas compris. Merci Linda. Je vois Étienne, vous voulez préciser quelque chose? Non. Ruben, alors, on avait dit on parlerait un peu des critères d'éligibilité technique des travaux à MPR, MaPrimeRénov'. Je me suis trompé tout à l'heure. Et donc peut-être ça serait c'est intéressant de rappeler ça pour les diagnostiqueurs qui nous écoutent. Évidemment, enfin pas que pour les diagnostiqueurs, pour tous les types d'auditeurs Bien sûr, existants. et maîtres d'ouvrage aussi. Évidemment. Donc on va commencer avec quelques chiffres clés de MaPrimeRénov', enfin des aides peut-être au plus large et de l'audit énergétique cette année. Donc pour commencer déjà, MaPrimeRénov', c'est
le premier semestre, quand même 20 000 dossiers de rénovation d'ampleur qui sont engagés. C'est-à-dire rénovation d'ampleur, c'est une rénovation qui est censée concerner tout le bâtiment, donc enfin toute votre maison, donc avec de l'isolation, souvent du changement de chauffage, etc. Donc il y a des critères qui sont demandés, dont on va en parler un peu plus tard. Et c'est 34 000 dossiers déposés au premier semestre de 2024. Donc c'est une dynamique qui était faible en début d'année, parce qu'on a eu quand même une réforme des aides assez lourde, mais une dynamique qui commence à être relancée, avec par exemple en deuxième trimestre de 2024, plus de 61% de hausse comparé à les chiffres qu'on avait en 2023. Donc on a eu vraiment un premier trimestre très faible, mais un deuxième trimestre assez, enfin beaucoup plus fort, et qui nous donne de l'espoir pour la suite, pour les objectifs que je donnerai à la fin. Donc les professionnels de l'audit, c'est 1800 environ bureaux d'études qualifiés, donc qui passent par une qualification. On a 4 types de qualifications, je ne vais pas les citer. On a aussi les architectes, donc à peu près 1000 sociétés d'architecture qui se forment à l'audit. Et on a nos diagnostiqueurs, donc 3700 environ diagnostiqueurs qui sont formés à l'audit actuellement. C'est Et le qui gros des troupes, finalement, les diagnostiqueurs. tout le monde, enfin, c'est les troupes qu'on a rajoutées pour justement massifier la rénovation, puisque historiquement, on n'avait que les bureaux d'études et les architectes, et on a eu ce besoin des diagnostiqueurs pour venir renforcer l'effort de massification de la rénovation, puisque l'audit, c'est un très grand outil d'accompagnement des ménages dans leur rénovation performante. Et donc, on a des chiffres sur l'Observatoire des audits. C'est plus de 200 000 audits qui ont été réalisés depuis le 1er avril 2023. Donc, en un an et demi, on a quand même une dynamique à plus de 10 000 audits réalisés par mois, et ça ne va faire qu'augmenter, puisqu'on a déjà d'un côté, avec les aides MaPrimeRénov', un objectif de 140 000 rénovations d'ampleur cette année, donc avec un budget associé à cet objectif. Et on a également la nouvelle obligation d'audit qui va s'étendre au logement E bientôt, donc début 2025, ce qui va sûrement amener un nombre d'audits qui va augmenter par mois d'ici peu. Et donc, pour me reconcentrer sur MaPrimeRénov' et du coup la réforme des aides, on a un peu ce besoin de respecter un certain nombre de critères, de nouveaux critères qui sont arrivés en 2024, puisqu'on a apporté une nouvelle aide, MaPrimeRénov' Parcours Accompagné, donc MPR-PA, pour compliquer encore les acronymes. Donc, avec des projets de rénovation avec minimum 2 sauts de classe, donc 2 sauts de classe énergétiques au DPE, par exemple, une passoire G qui devrait au moins atteindre la classe E pour bénéficier de ces aides, donc MaPrimeRénov' et C2E. 2 gestes d'isolation qui doivent faire partie du projet avec 25% de la surface concernée isolée. Donc quand on parle de 2 gestes d'isolation, on parle aussi de changement des menuiseries, ne vous inquiétez pas, et des résistances d'isolants qui sont un peu plus ambitieuses que ce qu'on appelle la rénovation par geste, puisque par exemple pour l'isolation des murs, on est à une résistance de 4,4, alors que pour la rénovation par geste, on est à du 3,7. Mais c'est des détails techniques. Et donc l'audit énergétique, c'est un peu la pierre angulaire, puisque c'est le premier document qui va aider le ménage dans sa rénovation, et le scénario qui est présenté dans l'audit doit être le scénario qui est réalisé dans la réalité, puisqu'on a tous ces gains qui sont évalués et qui rendent éligible le dossier. Oui. Est-ce que justement une personne vient contrôler après que les travaux sont réalisés suivant le scénario qui était défini? Alors, dans le cadre de MaPrimeRénov', on a quelques contrôles qui sont réalisés. J'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on a 10% des dossiers qui sont contrôlés, mais je ne veux pas m'avancer. Et dans les cadres des C2O, on a un peu plus de contrôles qui sont réalisés actuellement. Oui. J'ai pas les chiffres non plus, mais on est sur
plus gros volume de contrôle sur site. Oui, parce que derrière, si j'ai bien compris, parce que le cadet d'information du logement, on en a parlé lundi, derrière, il y a un accompagnateur Rénov qui après C'est ça, va suivre le projet. Donc là, il y a les accompagnateurs historiques et puis maintenant des privés, dits privés, exactement. hein. En tout cas, il y en a certains qui, même les historiques, sont certains privés. Et donc cet accompagnateur Rénov donc, va s'emparer de ce dossier audit, lui-même est certifié ou qualifié par l'ANA. Et donc, du coup, c'est eux, je pense, qui sont les garants aussi que les travaux correspondent à l'audit qui est réalisé, non? C'est ça. Ils sont là pour garantir la performance de la rénovation et s'assurer que vraiment tout ce qui est fait dans les règles donc, qui sont établies dans les textes réglementaires, évidemment. Puisqu'il y a un formulaire signé par Semar dans le dossier d'aide MaPrimeRénov'. Très bien. Voilà, je crois que là, on a à peu près balayé ces points et ça, c'était important de le repréciser. Oui, parce que donc, le diagnostiqueur, ou en tout cas la personne qui va réaliser l'audit, bureau d'études ou architecte, je sais bien retenu, est le premier élément hein, avec cet audit, mais derrière, il y a l'accompagnateur Rénov qui prend la suite de ce dossier. Le diagnostiqueur, la personne qui réalise l'audit, ne revient plus hein, à la fin du dossier, une fois que les travaux sont réalisés. Une fois que les travaux sont réalisés, oui, l'auditeur ne revient Ouais. plus. Mais durant la construction du dossier, il est là pour accompagner et pour ajuster Ah oui, s'il y a possiblement. des changes, oui, parce qu'il peut y avoir des variantes, ce qui peuvent arriver Exactement. sur un chantier, hein. Mm. Hem, alors, pour continuer, à dérouler, ces éléments, Étienne, on avait dit, vous avez commencé, à former, les premiers candidats. Est-ce qu'on a des retours d'expérience? Et puis, est-ce qu'on peut en profiter peut-être pour avoir quelques trucs, pour, réussir à coup sûr, sa certification? Alors là, je ne parle que en tant qu'organisme de formation, mais effectivement, on a des premiers retours, puisque là, comme je vous le disais, on est passé, nous, un petit peu en rythme de croisière chez Open Pro, et on essaie de suivre cet agenda sous tension qu'on présentait précédemment. Aujourd'hui, les enjeux de la formation, on va les partager. C'est que de toute façon, il faut que cette action de formation qui est vécue pour certains et comme une contrainte, ou en tout cas on a parlé au moins d'un investissement sur la durée du cycle avec des formations continues, elle amène une vraie plus-value. Et la vraie plus-value, ça va être déjà, on le sait, d'améliorer les prestations d'audit. Donc j'ai personnellement animé plusieurs des premières sessions d'audit Open Pro et je peux vous dire que la première remarque, c'est oh, c'est bien qu'on se retrouve parce que moi j'en fais depuis un an. Je respecte tout ce qu'on m'a dit de respecter. J'ai passé ce qu'il fallait avec mon organisme de certification, mais la vraie question, c'est jusqu'où je vais, où je m'arrête, est-ce que je fais bien? Et là, l'enjeu du texte de loi et des formations que les OF certifiés au FDT ou FDI ont mis en œuvre, c'est déjà de répondre à ces questions, de rassurer sur comment on fait un audit. En sachant que, petite nouveauté, et comme ça vient d'être rappelé, tous les audits maintenant auront peut-être dans leur durée de vie une reprise par un monde accompagnateur Rénov'. C'était vos questions, Xavier. Et donc, potentiellement, si l'audit est mal fait ou il est juste bien fait parce qu'à l'instant T, personne ne l'a lu, derrière, dans 3 ans, dans 4 ans, s'il y a une demande de subvention dans les dispositifs actuels, on dira l'audit, oui, c'est un torchon où il est vide et il ne sert à rien. Donc, il faut vraiment que cet audit soit pertinent dans la durée. Après, l'autre chose, c'est qu'effectivement, cette notion d'aide, et je vois souvent des auditeurs, hein, puisque là, c'est indépendant de qu'on soit diagnostiqueur, auditeur historique, c'est que soit on se repose sur son outil logiciel, ou on ne fait plus évoluer trop ses préconisations, puisque une fois que ça a marché, qu'on s'est adapté avec son référentiel de qualification, on n'y change plus. Là, maintenant qu'on m'a demandé des aides, le 4.4 dont tu viens de parler, il n'y a pas beaucoup de rapports qui l'ont adapté et d'auditeurs qui l'ont adapté dans leur rapport, alors que c'est une nouveauté réglementaire. Donc il y a un vrai enjeu d'être à jour, même pour ceux qui le savent. Et je ferai juste un parallèle, une petite parenthèse. On forme aussi les auditeurs, bien évidemment, qui sont pour leur qualification, pour les référents techniques depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, dans des formations à peu près équivalentes, mais plus courtes. Et c'est vrai que cet enjeu, il est toujours partagé. Être à jour. Et se tenir à jour et pas juste s'asseoir sur ses acquis. Je ferme la parenthèse, on revient à ce qu'on présente. La formation donc audit pour les diagnostiqueurs immobiliers. Le deuxième enjeu, on le sait bien, puisqu'on a des formations forcément historiquement depuis plus de 15 ans sur tous les thèmes qui donnent lieu à une certification, c'est de se préparer à l'examen de certification. D'accord. On sait très bien qu'on sera évalué en fin de formation parce que ça s'est bien passé, il y avait du café, le formateur est sympa, souriant, on a respecté les horaires, le programme était bien et on a répondu aux questions. À la fin,
S'il n'y a pas l'assertif, on est jugé. Et donc là, il y a un vrai enjeu de se former pour acquérir les connaissances nécessaires pour obtenir l'examen. Et là, il y a des travaux qui sont en cours entre les fédérations, représentantes des diagnostiqueurs, entre les organismes de formation et donc le ministère et la DHUP pour comment peut-être réajuster une copie. Et c'est en cours de travail. Mais il y a un vrai enjeu de réussir la certification. Et la dernière chose qui est très importante et qu'il ne faut pas négliger finalement, il ne faut pas voir que la première étape d'ici décembre ou avril, c'est qu'il va falloir impérativement la maintenir, cette certification. Et encore une fois, j'ai fait une formation, ça s'est bien passé, j'ai eu ma certification initiale et après je retourne faire comme d'habitude. Ça va plus être possible dans les nouveaux dispositifs que Ruben vous présentiez, puisqu'avec les notions de contrôle documentaire, mais aussi de, comment dirais-je, de contrôle dont on reviendra après, on peut très bien la perdre. Donc un petit focus sur l'examen de certification. Donc j'ai pas de piste, Xavier, sur comment le réussir à coup sûr. Je peux par contre vous prévenir de comment ça se passe à date, même si encore il y a des échanges. Le contenu, il y a une annexe dans le décret de décembre qui définit les points à traiter. Tous les certificateurs donc, ont mis en place un dispositif qui est en 2 parties. Un examen théorique, c'est un QCM de 50 questions qui est fait sur une base officielle qui leur a été transmise par le ministère, d'accord. Examen théorique qui est à ce jour la partie qui est la plus complexe à obtenir. Et il y a un examen pratique un peu plus classique où là, c'est les organismes de certification qui ont adapté en fait à travers un cas pratique la chose. Les retours qu'on a nous, puisque le thème c'est retour expérience, c'est que sortie de formation, si on ne révise pas et si on ne pratique pas et on ne s'applique pas, c'est compliqué aujourd'hui à ce jour d'avoir l'examen théorique. D'accord, c'est des questions, il y a 500 questions, il y a 1 heure pour le faire, donc c'est assez complexe. Et donc, il faut vraiment se dire que la formation... Il faut bachoter un petit peu, oui. Alors après, c'est l'enjeu, c'est qu'il ne faut pas voir les organismes de formation comme des profiteurs. Nous, chez Open Pro, on est convaincus que ce n'est pas une aubaine, c'est qu'on essaie de se mettre au niveau d'exigence. Et on se refuse de faire rentrer dans la formation du bachotage. On pourrait très bien dire, bah tiens, Xavier, vous êtes censé faire 70 heures, voilà un PDF, on dit que vous l'avez fait 59 heures, 4 jours, et on fait que de la préparation à l'assertif. Oui, donc c'est pas ça l'objectif. Vu les autres objectifs, c'est pas ça. Et c'est surtout que les organismes de formation n'ont pas les questions à ce jour. Donc, on ne ferait que préparer au mieux pour un examen. Alors, je modère un petit peu. Nous, on prépare, vu les premiers retours qu'on a eu dès juillet, on a commencé les formations en juillet, on était les premiers certifiés Open Pro, au FDTI. On prépare et on lance très prochainement un produit en plus, en fait un QCM d'entraînement qui permettra, indépendamment de la durée légale de formation où il y a des vraies choses à voir, qui permettra de préparer l'examen. Et au titre qu'on est comme tout le monde, on suit l'actualité, on suit ce qui se passe, ce QCM sera offert en plus de la formation en fait. Donc vous venez vous former chez Open Pro et vous aurez ce QCM d'entraînement de passage type certification, parce qu'on n'a pas les bases, mais on a suffisamment de recul pour créer des questions complexes sur le sujet. Voilà, pour se remettre en situation. Exactement, ouais. Avec des questions complexes. La dernière chose, et c'est sur ça que on peut peut-être finir, j'en parlais à l'instant également, c'est que c'est une extension de certification. Donc, une extension de certification, ça veut dire que dans le cadre de cette extension de certification, il y a des contrôles, on en parlait. Il y a des contrôles sur ouvrage, la partie en haut à gauche, et il y a des contrôles documentaires. Et à chaque contrôle, tous les ans, le diagnostiqueur, s'il est souci de certification, va se voir attribuer un niveau d'écart. Et en fonction du niveau d'écart, c'est l'arrêté de juin 2024, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des conséquences qui vont être de moins en moins agréables quand on descend dans la liste en dessous. C'est-à-dire qu'au premier niveau, on va juste vous dire, bon, bah, je vous reprends encore à Xavier. Xavier, vous aviez raté quelque chose sur le contrôle sur ouvrage. Montrez-nous par écrit que vous avez mis en place une procédure qui vous permet de faire ça. Et les retours des certificateurs que j'ai pu consulter, c'est ça marche plutôt bien. Sauf que si vous avez trop d'écart à ce contrôle, vous allez passer sur la partie un peu répressive du système, et c'est normal. On va vous obliger à revenir en formation, indépendamment de la durée de formation que vous avez déjà faite et de la formation continue, peut-être. Et en plus, potentiellement, on va vous obliger de repasser un contrôle. Et pour finir, à la fin, on vous suspend et on vous retire la certification. Oui, donc on voit, ça va être beaucoup plus serré, Ruben, sur le suivi de la certification des auditeurs. C'est ça. Donc finalement, on va faire vraiment ce qui est fait côté DPE, c'est ce qui est repris côté audit sur les journées de formation continue. Donc pour compléter ce qu'Étienne disait, on a vraiment une sanction qui peut être de retourner en formation une journée et réaliser un examen pratique pour revérifier les acquis de nos auditeurs. Oui, puis le certificateur, j'imagine, il va faire un suivi au cordeau aussi des
des auditeurs, finalement, pour les suivre sur la durée pendant quelques années. Alors, si on regarde maintenant, Linda, un retour d'expérience sur l'utilisation du matériel. Je crois que vous avez une diapo ou Oui, deux à nous montrer. oui. Finalement, c'est quoi l'utilisation optimale de ce matériel? Bah, ce Et qu'on remarque, ce qu'on disait aussi, c'est que on est dans un champ concurrentiel, néanmoins. Et donc, ce qu'on voyait, c'est quand on a préparé cette conférence, hein, c'est venu naturellement. On s'est dit, oui, le matériel, c'est aussi un élément différenciant de la qualité de la prestation qu'on peut réaliser. oui, tout à fait, ça aide en tout cas. Après, nous, ce qu'on remarque, c'est en fonction de la typologie du bâtiment, de la méthode de travail du diagnostiqueur et des différents points sensibles à identifier lors de l'audit, il y a divers matériels qui peuvent être utilisés et ils ne sont pas forcément cités dans le décret. C'est-à-dire il va y en avoir d'autres qui ne sont pas cités, qui vont avoir leur utilité. Et ce qu'on remarque par rapport à des retours d'expérience terrain, c'est qu'il y en a pas mal qui utilisent la caméra d'inspection pour contrôler la présence d'isolant derrière un mur. Ça, c'est en plus du pack, hein. Ça, si on veut Oui, aller un peu plus loin. oui, tout à fait. Ça, c'est en plus, et c'est ce qu'on remarque dans la pratique, en fait. Alors, en plus de ce qui peut être utilisé dans le pack, bien entendu, qui est dans le décret et qui est utile, ça, c'est d'autres matériels qui s'avèrent utiles dans l'utilisation dans le cadre des audits. Et pour la caméra d'inspection, en fait, donc, ça permet de mesurer, de vérifier, pardon, la présence d'isolant derrière un mur et compléter avec une caméra thermique, on vérifie l'homogénéité de cet isolant dans le mur. Ouais. Et l'intérêt de ce que me rapportaient les diagnostiqueurs, c'est qu'on peut, en fait, ça aide à faire des diagnostics plus approfondis. Quand on va approfondir un petit peu plus une investigation, investiguer un petit peu plus, ben, on utilise ça. Et ça permet parfois de confirmer certaines choses vues pendant l'audit, etc. Donc, il y en a qui y trouvent leur compte en l'utilisant, quoi. Oui, ça paraît quand même indispensable de savoir s'il y a de l'isolant ou pas dans un mur, Étienne. Ça va devenir très compliqué de faire un DPE, de mettre année connue, classe d'isolation inconnue, parce qu'on n'a pas pu avoir accès à de l'arrière de la contre-cloison, pour finalement, lorsqu'on vend l'audit, en deuxième passage, se dire ah bah finalement là cette fois-ci parce que ce jour-là j'ai accès, je découvre qu'il y a de l'isolant, ben, mon DPE d'avant n'est pas caduque mais à refaire et il n'y a plus d'audit à faire puisque je viens de monter d'une classe. Donc Ouais. c'est des cas qui pourraient arriver et c'est vrai que ces outils-là, en tout cas nous chez OpenPro, on a choisi notamment certains de les mettre en œuvre pour compléter les opérations de manipulation qu'on fait en formation. Mm. Voilà. Après, plus sur l'aspect humidité, on voit que parfois, dans la recherche d'humidité dans un logement, un humidimètre vient confirmer la présence ou non d'humidité. Pareil pour l'humidité de l'air, il y a des appareils de mesure qui permettent de le mesurer. Donc, ça aide en fait à préciser un peu les audits voilà, dans les cas où il y a besoin. Pareil, par rapport à l'épaisseur des murs, il y en a pas mal qui nous ont demandé comment on peut calculer l'épaisseur d'un mur. Bah, maintenant, on a identifié un appareil, on l'a testé. Sans faire un trou avec la chignole, Oui, comme Bourvil sans pourrait le faire de faire. trou. Donc, c'est plus simple, effectivement. Oui, un appareil beaucoup plus simple. On le met de part et d'autre du mur et du coup, grâce à la technologie de l'appareil, on mesure l'épaisseur totale du mur assez facilement. Donc ça aussi, ça peut avoir son utilité. Et enfin, le COFU, qui est connu donc pour le contrôle de la performance thermique des parois. Donc, c'est un outil très intéressant pour l'audit énergétique. C'est juste sa mise en œuvre qui n'est pas facile. Donc, du coup, ce qu'il en ressort, c'est plutôt en fait pour les audits qu'on appelait avant incitatifs. Donc, ceux qui demandent en fait forcément de la rénovation derrière. Il prend plus son sens dans ce cadre-là. Pour les audits passoires thermiques, en fait, vu qu'on va un peu au plus vite et on ne sait pas trop s'il y aura une réno ou pas, parce que c'est l'acheteur après qui décidera. Ouais. En général, il ne se casse pas trop la tête et utilise cet appareil. Ouais. Par Étienne. contre, ouais, dans les audits. Non, mais je vais juste, pardon, Linda, de vous compléter. C'est ce type de matériel qu'on présentait il y a 10 ans pour les audits ADEME, donc les grands bâtiments. Et c'est ce qu'on fait du coup dans les formations incitatives. On parle d'enregistreurs de température, on parle de ce type d'équipements-là qui peuvent être intéressants, mais on sera plus demain peut-être sur la mission du MAR où j'ai un premier rendez-vous avec le client et je reviens et je peux déposer, un petit peu comme des pompes pour des prélèvements air, le matériel sur une durée suffisante. Merci pour ce complément. Euh,
Et donc derrière, je crois que vous avez une autre diapo. Oui, pour finir, donc c'est la dernière diapo. Pour finir sur l'utilisation optimale du matériel, on observe aussi, en fait, pour se différencier et faire des prestations un peu à valeur ajoutée et faire des audits qui permettent d'obtenir de les faire plus facilement avec certains outils en fonction de la situation. Par exemple, les télémètres laser P2P permettent en fait de faciliter la prise de mesures complexes qui peut arriver parfois et de mettre sur plan grâce à une application Leica d'Histoplan. On peut par exemple, avec le dernier télémètre laser de Leica, le X6, on peut obtenir des plans en DXF, 2D ou 3D, et parfois ça, c'est demandé, quoi. Ça leur est utile d'avoir un plan. Oui, puis quand on passe dans la phase travaux, après, j'imagine il faut des métrages précis sur les différents éléments. Et donc, du coup, pour les entreprises de travaux, c'est hyper utile, non, Linda? Oui, Ouais. le plan maintenant prend sa place dans ce type de diagnostic et dans les audits. Et du coup, de plus en plus, on nous demande voilà, comment on peut faire des plans, quoi. Après, si on continue, donc le matériel de capture et de mesure de la réalité, ça, c'est une façon en fait de travailler autrement. Sachant que maintenant, on est beaucoup sur la documentation, les photos, les visites virtuelles documentées. C'est beaucoup plus parlant, c'est visuel, on voit de quoi on parle, c'est moins technique. Enfin, c'est technique, mais du coup, c'est de la technique plus compréhensive. Et on voit une espèce de tendance se développer autour de ces outils pour faire les diagnostics, dont les audits. Et il y en a qui travaillent avec. Donc, il y en a qui prennent peu importe que ce soit caméra 360 pour juste de la visite virtuelle ou plutôt du scanner pour aller plus loin dans les mesures et dans les plans. On voit un peu l'adoption de ces nouvelles technologies. Et si on veut parler de retour d'expérience, j'ai un diagnostiqueur, par exemple, qui utilise pas mal la Pro 3, la caméra de Matterport, le scanner de Matterport. C'est lequel, là, Celui du milieu. celui du milieu? Celui du milieu. Et du coup, il l'utilise régulièrement dans ses audits. Il fait tous ses audits avec. Il me dit, pour lui, c'est un gain de temps, ça le facilite, il trouve son compte. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il il scanne le bien. Il retourne ensuite au bureau. Et c'est au bureau qu'il revisualise le tout à tête reposée et qui peut voir s'il n'y a pas d'oubli de chiffrage. Ah oui. Il peut réfléchir plus posément sur les travaux induits, s'il y a en cas d'isolation et tout. Et lui, ça lui permet de travailler plus efficacement, en fait. Oui, ça permet de retravailler après au bureau en étant presque dans le bâtiment, hein, de manière virtuelle, hein. Oui, Et donc, ça évite un retour sur le terrain et qui pourra. une mesure qui pourrait manquer Tout à fait. pour faire un projet complet. Pardon. Ouais, c'est ça. C'est Merci, un peu l'idée. merci Linda pour ces éléments. J'ai plein de questions, donc je vois le temps qui file, qui tombe. Alors, je vais les prendre. Alors, une question de Martine. Donc, il y a aussi des maîtres d'ouvrage, hein, et je vous la pose. Cela veut dire que les diagnostics déjà faits sont caduques et à refaire. Peut-être pour vous, Ruben, là, on parle des diagnostics. Alors, là, j'imagine, elle englobe un peu tout. Est-ce que les audits qui ont pu être faits sont à refaire? Alors non, pas du tout. Les audits déjà faits sont... Enfin, les audits gardent leur validité. Les audits donc réalisés sous le format uniformisé, harmonisé, sont valables 5 ans. Donc tant que la qualité et le scénario correspond à ce qui va être réalisé dans le projet d'aide, par exemple, il n'y a pas d'audit à refaire par derrière. Ok, bon, ça c'est clair. Une question pour vous, Étienne, hyper technique, hein, je vous la lis, donc écoutez bien. Essayez. Que se passe-t-il pour les diagnostics les diagnostiqueurs qui ont obtenu leur certification DPE et extension audit en 2024, avant le 1er juillet? Donc, ils l'ont obtenu en 2024 avant le 1er juillet, et qui n'auront pas la durée d'exercice de 2 ans des DPE au 30 avril 2025. Alors, les prérequis pour rentrer dans ce nouveau dispositif, c'est d'avoir à date de demande 2 ans d'exercice, 2 ans de certification sans interruption, sans suspension sur les 3 dernières années. Sauf Sur le DPE, hein, là, on parle. sur le DPE, on parle bien. Sauf, on parle bien d'un diagnostiqueur qui veut aller sur l'extension de certification audit au 1er juillet. Donc, soit il a 2 ans continu au 1er juillet et c'est le critère principal, ou il a eu une attestation qui a été prorogée entre le 1er avril, 2023 et le 23 décembre 2023, le 31 décembre. Donc, c'est-à-dire que cette personne-là n'aura pas le droit de correct. faire d'audit. Il a eu son attestation initiale avant le 31 décembre 2023
mais la prorogation peut arriver après. C'est-à-dire, elle peut arriver en 2024, elle a pu avoir lieu en avril, C'est etc. Ruben qui répond. Du coup, c'est parfait. Oui, Bon. donc on a juste cette attestation initiale qui doit avoir été délivrée l'an dernier et la prorogation peut avoir été délivrée cette année, mais il faut une attestation initiale qui a été prorogée pour rentrer sous le nouveau cycle de certification sans avoir les 2 ans de diagnostiqueur DPE. Voilà, ça, merci, on est arrivé C'est une question à qu'on a atterrir sur une réponse un peu complexe, un cas complexe. Mais il doit y en avoir beaucoup, hein, des diagnostiqueurs qui sont dans ce cas-là. Oui, Vous avez oui. dû- Il y en a eu beaucoup et à la base, le texte était fait pour que l'attestation soit prorogée avant le 31 décembre, ce qui fait que des gens qui ont demandé dérogation à leurs organismes de certification et qui ont été prorogés après le 31 décembre disaient, mais moi, vous m'avez prorogé, j'ai fait les 5 dossiers, je suis bon et j'ai pas le droit de le faire parce que j'ai pas encore les 2 ans. Alors Ouais. tiens, une question de Nathalie qui dit la liste des matériels obligatoires pour les qualifications OPQIBI ou Calibat. Là, on parle donc des bureaux d'études et des architectes. Ne mentionne pas la caméra thermique ni les appareils de mesure de ventilation. Pourquoi ce décalage? Est-ce que c'est le cas, Ruben, alors? Alors, je connais pas la liste de matériel obligatoire par cœur. C'est wattmètre, lasermètre, vitromètre et température et surface. Ou, Ok. ou Linda, oui, je ne sais pas qui veut Et répondre. là, on parle, là, on parle de la 19, enfin de la qualification auditeur RGE pour les maisons individuelles. Si on parle de celle pour les grands bâtiments, il y a dedans il y a même une mallette de mesure combustion en plus de wattmètre et il y a la caméra thermique dedans. Donc là, Pour en le fait, tertiaire, collectif exactement. tertiaire. Mais sur les maisons individuelles, est-ce que le matériel, finalement, c'est ça la question, est-ce que un bureau d'études, un architecte ou un diagnostiqueur, il est formé sur le même matériel euh, maison individuelle, hein? Alors actuellement, on a un peu cette distinction dans les deux référentiels, puisque le référentiel diagnostiqueur, il est tout récent. Donc on a apporté justement cette connaissance des matériels que Linda a pu présenter. Mais côté auditeur RGE et architecte, on a cette liste historique qui n'a pas encore bougé. Maintenant, on veut tendre vers un alignement du matériel connu pour l'audit prochainement. Que tout le monde fasse sur le même référentiel, et le même Exactement. matériel. Ça, c'est clair. Une question, alors, ah oui, il y a beaucoup de questions sur le matériel, hein, dès qu'on parle matériel. Euh, Alors, oui, alors une question un peu technique, je ne sais pas, Linda, si vous allez. C'est avec les nouvelles caméras thermiques, quelle différence de température faut-il entre l'intérieur et l'extérieur pour constater l'homogénéité de l'isolation? Finalement, est-ce qu'il y a des limites de technique à l'utilisation du caméra thermique? Oui, c'est une bonne question. Oui, la caméra thermique, elle peut s'utiliser que s'il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Et en général, c'est en hiver qu'on l'utilise le mieux ou quand il fait froid. Ouais. Mais enfin, la différence exacte, Ouais, je ne sais pas s'il y a une réponse, parce que là aussi, ça dépend de l'épaisseur de l'isolant, j'imagine, il y a plein de choses. Ça va dépendre de plein de cas et le gradient de température doit être avec les résolutions actuelles sur le matériel qui a été présenté, hein, le matériel a beaucoup évolué en 10 ans de temps entre ce qu'il y avait pour les premiers auditeurs aujourd'hui. On est plutôt effectivement sur les températures qui vont de 6 à 7 degrés, mais il y a plein d'autres paramètres, l'ensoleillement, l'orientation et d'où le fait d'être formé aussi pour pas acheter une caméra trop chère qu'on utilise mal, ce qui est souvent le cas. Donc, le conseil, pour conclure, parce qu'on arrive au terme de notre conférence, c'est qu'on peut dire, d'un point de vue formation, certification, c'est au diagnostiqueur, il faut y aller tout de suite, parce que sinon il va y avoir des difficultés, ben, ils vont pas pouvoir réaliser les audits, hein, ils vont plus pouvoir être auditeurs parce que s'ils n'ont pas de formation qu'ils peuvent les prendre, s'ils trouvent pas de créneau pour faire les certifications, ils risquent d'avoir un trou dans leur activité. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut dire aux diagnostiqueurs? Bah, c'est anticiper au maximum, premier interlocuteur, le certificateur, comme vient de dire Xavier, et en fonction de ça, s'arranger pour faire coïncider avec un planning en plus qui va être chargé avec les DPE, les audits peut-être en avance sur le E, faire passer les journées de présentiel pour la formation et la certification. Et même question sur le matériel, si le diagnostiqueur veut commencer à avoir le matériel, le prendre en main, parce qu'il y en a qui sont des auditeurs et qui veulent se dire, bah, tiens, je commence à utiliser le matériel. Est-ce qu'aujourd'hui c'est disponible ou il faut l'anticiper? non, le matériel est disponible. On s'assure d'avoir du stock. En général, ça roule, quoi. Enfin, tous les diagnostiqueurs qui nous ont appelés jusqu'à maintenant pour commander du matériel, on a toujours eu du stock, quoi.
Oui, Et on renouvelle assez régulièrement, on tient en stock, quoi. donc ça arrive rapidement. Voilà, merci, on peut les applaudir, les conférenciers. Merci à vous pour votre intervention. Restez avec moi Merci. encore 2 minutes. Je vais prendre la zapette. Il y a quelques questions qu'on n'a pas prises, mais qui étaient sur le matériel. Alors, vous savez qu'on est fan de vélo hein, dans l'équipe. Ça, c'est Morgane qui nous a poussé à réaliser une expo sur le vélo qu'on a réalisé avec l'ADEME. Donc, c'est une expo qui vous explique tous les bénéfices individuels et collectifs hein, pour la société à se mettre au vélo. Je parle de sobriété, d'efficacité, et puis aussi les éléments de sécurité. Ça, je vous invite donc du coup à scanner le QR code. Vous pouvez le faire, cher public, pour voir tous les bénéfices pour se mettre au vélo. Ensuite, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction en fin de conférence. Et donc là, je vous encourage, chers conférenciers et chers publics, à répondre au questionnaire de satisfaction et vous recevrez les présentations en retour. Et puis, il reste encore quelques conférences pour demain. Si vous voulez y participer, c'est avec grand plaisir. Vous avez le QR code, vous scannez le QR code avec votre smartphone et vous inscrivez aux conférences de demain. Voilà, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous, Étienne, Ruben et Linda.